Bonjour à vous et bienvenue. On va voir ensemble l'investissement idéal et surtout quels sont les paramètres clés pour pouvoir bien le choisir. Alors bien sûr, quand on parle d'investissement idéal, il n'existe pas un seul investissement idéal pour tout le monde. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans les mêmes phases. On a, comme on le voit dans ce graphique, une phase d'épargne, une phase de capitalisation, une phase d'investissement et de diversification. On parle aussi d'optimisation et une phase de sécurisation. La dernière phase étant une phase de transmission, mais je dirais que la majorité des gens ne sont pas forcément concernés. Alors aujourd'hui, on sait qu'il existe beaucoup de paramètres pour pouvoir choisir un investissement. Alors bien sûr, pour la plupart des investisseurs, pour les néophytes, pour ceux qui sont débutants, c'est très difficile de pouvoir choisir un bon investissement puisqu'il en existe des milliers. Mais en réalité, il n'existe que 10 paramètres à connaître pour pouvoir choisir le bon investissement. Alors, l'un des plus importants paramètres, c'est la protection, que j'appelle aussi l'indice de protection du capital. Ça, c'est la capacité d'un investissement à protéger votre patrimoine d'une crise majeure. Ça peut être une crise financière, une crise géopolitique, ça peut être aussi une crise sanitaire. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir tout simplement des investissements qui sont capables de pouvoir tenir leur valeur, de pouvoir conserver toute leur valeur après une crise. Donc pour pouvoir se protéger des crises, il faut tout simplement savoir dans quel niveau de crise on est. Je dirais qu'aujourd'hui, on est rentré, nous en France, dans un niveau de crise 3, tout simplement puisqu'on commence à avoir des gros soucis sur l'inflation. On n'est pas encore dans une crise bancaire et monétaire, mais finalement, on voit qu'il y a des éléments qui nous font penser à ça. Donc ça, c'est des crises qui reviennent tous les 25 à 30 ans. Et ce niveau de crise-là doit nous alerter tout simplement pour choisir un actif qui soit, je dirais, bien corrélé à ça. Donc voilà, ça c'est le premier paramètre et je dirais aujourd'hui que c'est le plus important. Le deuxième paramètre qui est vraiment très important aussi, c'est la capacité d'un investissement à générer des revenus stables et permanents dans le temps. Donc ce que j'appelle l'indice de création de revenus. Évidemment, l'immobilier est central dans cette partie-là, mais pas que. Il y a aussi la création d'entreprises et l'idée c'est d'avoir des revenus qui soient permanents et surtout qui soient stables dans le temps. Le troisième paramètre essentiel puisqu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est l'inflation. Donc quand on va sélectionner un investissement, il va falloir que cet investissement puisse résister à l'inflation si cette inflation commence à augmenter de manière impressionnante. Donc c'est le cas actuellement par exemple pour le blé, pour tout un tas de produits qui viennent de l'étranger et qui peuvent être sous embargo. Ça peut être le cas pour le gaz russe par exemple, ça peut être le cas sur le blé ukrainien, ça peut être le cas évidemment sur des produits qui viennent de Chine avec des gros problèmes d'approvisionnement qu'on peut voir. Donc la capacité d'investissement à résister à l'inflation et surtout à prendre de la valeur avec l'inflation. Donc c'est ce que j'appelle l'indice de résistance à l'inflation, tout simplement parce que tous les actifs que vous ayez, que ce soit financier, immobilier, que ce soit des actifs tangibles ou tout simplement basés sur la dette, il faut que derrière l'inflation n'ait pas un trop gros impact sur votre patrimoine. Le quatrième paramètre, c'est la volatilité. Alors, qu'est-ce que la volatilité? C'est la capacité d'un investissement à résister à une hausse et à une baisse brutale des marchés financiers. Donc, quelque part, c'est un peu la stabilité de la valeur dans le temps et c'est ce que j'appelle l'indice de volatilité intrinsèque. En gros, quand vous êtes dans un investissement, un placement financier, la plupart du temps, vous avez des hausses et des baisses qui sont relativement raisonnables et ça monte de manière, je dirais, stable. Ça monte un petit peu et c'est relativement stable. Donc là, on a une volatilité qui est très faible. En revanche, si on se replace dans le contexte de 2008-2009, on voit que les marchés financiers peuvent perdre 40% de leur valeur pour la France en une seule année. Donc ça veut dire que la volatilité a augmenté et on a des risques de perte qui sont très importants. Donc évidemment, tous les investisseurs cherchent à fuir la volatilité et à avoir des placements ou des investissements qui gagnent de la valeur dans le temps et surtout qui sont stables en termes de performance.
L'imposition, c'est un facteur clé également. Pour moi, l'imposition, c'est, je dirais, la capacité d'un investissement à résister à l'imposition ou tout simplement de pouvoir bénéficier d'optimisation fiscale. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imposition, plus on va être sur un produit ou un placement qui va être très faible en termes de rendement, et plus on va chercher je dirais, à défiscaliser cet investissement. En revanche, à l'opposé, plus un investissement va être intéressant pour l'investisseur et plus l'État pourra se permettre de l'imposer. Donc souvent de fois, on a cette espèce de, je dirais, de phobie de l'imposition. En réalité, plus un placement ou un investissement va être taxé, plus il est efficace. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir des placements uniquement défiscalisés, c'est même tout l'inverse qu'il va falloir aller chercher. Ensuite, on parle de la liquidité. La liquidité, c'est la capacité d'un investissement à être vendu à tout moment en cas de problème ou si on a besoin de liquidité. Donc cet indice de liquidité générale, en fait, ça ne représente absolument pas la durée des transactions parce qu'en fait, c'est un bien immobilier, par exemple, est toujours très liquide. Mais évidemment, la durée des transactions, ça va être 2-3 mois en moyenne. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on puisse vendre rapidement. Ça a à voir avec le fait qu'on puisse le revendre sur le marché à tout moment. Donc, si demain, je mets un bien immobilier au bon prix, en fait, dans la journée ou dans la semaine, je vais trouver un acquéreur. Donc, ça ne sera pas un problème de liquidité. En revanche, si je vais sur des SCPI ou certains placements financiers que plus personne ne veut, en réalité, je ne vais pas trouver d'acheteur. Et ça veut dire qu'il va falloir que soit que je baisse énormément ce prix-là, et là, en fait, c'est un facteur qui est clé, c'est la liquidité. Plus un investissement va être illiquide, et plus il y aura une décote par rapport à ça. Donc ça c'est problématique, la liquidité, parce que ça veut dire que si derrière on a, un projet urgent ou besoin de liquidité, en fait on risque d'être bloqué parfois pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies dans certains cas. Donc la liquidité, c'est vraiment un facteur très important. L'autre paramètre qu'il faut regarder aussi, c'est l'épargne. C'est la capacité d'un placement à conserver sa valeur sur le long terme. Ça, c'est vraiment important puisqu'il ne sert à rien de pouvoir épargner dans une monnaie si cette monnaie se dévalue très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un effort de ne pas consommer cette épargne pour pouvoir le stocker pour plus tard. Mais si cette épargne perd de sa valeur, en réalité, la capacité de conserver l'épargne, donc conserver la valeur, en fait, elle est complètement réduite à néant. C'est-à-dire que si on se place dans les années 80, par exemple, quelqu'un qui mettait systématiquement son argent sur un compte en banque, avec l'inflation qu'il y avait, même si c'était des taux assez élevés d'épargne, à 5 ou 6 ou 7%, en réalité, en fait, on était toujours perdant. Donc sur le très long terme, on voit que ce n'est pas forcément toujours intéressant d'épargner si jamais l'investissement dans lequel on épargne n'est pas capable en fait de conserver cette valeur sur le long terme. L'autre paramètre, c'est le gain, la capacité d'un investissement à générer des gains potentiels ou des plus-values importantes. En clair, si j'essaie d'expliquer ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des placements qui soient intéressants, mais s'il n'y a aucun gain potentiel, en fait, on ne va pas avoir vraiment d'effet de levier, on ne va pas vraiment avoir de gain au final. C'est-à-dire qu'en fait, si je mets un placement à 1%, en fait, il va augmenter très très peu. En revanche, si on est sur des crypto-monnaies ou sur des actifs très volatiles, potentiellement, il y a un gain qui est faisable. Donc, en fait, le gain, c'est la capacité d'un investissement à générer des gains et surtout des plus-values. Donc c'est vrai dans l'immobilier, c'est vrai dans d'autres actifs comme les crypto-monnaies. Et donc on va avoir des gains potentiels qui seront intéressants. Donc là on ne parle plus de revenus, mais on parle de gains. C'est-à-dire qu'en fait on achète et on revend la même chose et la différence en fait c'est un gain, c'est-à-dire une plus-value. On passe maintenant à l'avant-dernier paramètre qui est à mon sens un des paramètres essentiels, c'est l'emprunt, l'indice de levier de crédit. C'est la capacité d'un investissement à être acquis en utilisant l'effet de levier du crédit.
En fait, cet effet de levier, il est essentiel tout simplement parce que quand on démarre sa vie d'investisseur, on n'a pas forcément de capital et il faudrait des années et des années pour pouvoir, mettre de côté ce capital-là. Donc ça va nous obliger à attendre 10, 15, 20 ans, parfois plus, d'autant plus si on n'a pas cette capacité à épargner facilement. Donc l'effet de levier de l'emprunt, du crédit est vraiment très important et c'est ce que j'appelle l'indice de levier de crédit. Et enfin, le dernier paramètre, c'est la sérénité. En réalité, quand on va investir dans n'importe quel type de placement, en fait, la sérénité peut être un paramètre important pour la plupart des investisseurs. Donc pour moi, c'est la capacité d'un investissement à fonctionner sans y apporter trop d'énergie et sans y consacrer trop de temps. Si demain vous avez quelque chose qui est extrêmement rentable mais que vous ne pouvez, qui vous prend 100% votre temps, vous ne serez pas en capacité d'aller travailler et de faire cet investissement. C'est l'exemple par exemple du trading où si vous êtes sur votre écran toute la journée, vous ne pouvez pas aller travailler en même temps. Donc là, ça veut dire qu'on a un indice de tranquillité qui sera relativement faible. Il va falloir travailler, travailler, travailler pour pouvoir avoir un résultat qui, dans certains cas, va être incertain. Au contraire, si vous avez un placement ou un investissement où il y a besoin de rien faire, vous avez juste à attendre, le stocker dans un coin et attendre quelques années, là, l'indice de tranquillité et de sérénité, l'ITS, va être extrêmement élevé. Et donc la sérénité, c'est ce que vous devez tenir compte si vous voulez investir de manière assez puissante, assez efficace, sans avoir à y passer tout votre temps. Donc ces 10 indices, ces 10 paramètres, c'est protection, revenus, inflation, volatilité, imposition, liquidité, gain, emprunt et sérénité. Et c'est ce que j'appelle moi la méthode privilège tout simplement parce qu'on va rentrer sur tous ces paramètres pour pouvoir déterminer lesquels vont être intéressants pour vous. Donc si on prend l'exemple d'un patrimoine très équilibré, donc là on a 5 actifs dans cet exemple précis, on va faire un petit peu comme ça se fait à la FNAC, on va avoir en fait un éventail d'actifs qui vont tous avoir chacun une particularité. Donc l'actif numéro 1 qu'on voit ici en bleu va être très bien pour créer des revenus, pour utiliser l'effet de levier et pour contrer l'effet de l'inflation, mais on voit qu'il est finalement pas trop mal non plus pour la protection. Et aussi pour la volatilité. Donc c'est un actif, vous l'avez reconnu, c'est l'immobilier. Mais il y a d'autres actifs comme l'actif numéro 13 qu'on voit ici, où là on ne va pas être du tout intéressant en termes de revenus, d'emprunt ou de gains potentiels, mais en fait on va couvrir un autre spectre de la gestion patrimoniale, c'est-à-dire la sérénité, la protection, l'épargne, l'inflation et surtout la liquidité. L'actif numéro 44 va pas être très bon dans tous ces domaines-là, mais il va être très bon dans le gain potentiel. Et enfin, on va avoir par exemple l'actif numéro 38, il va être très bien au niveau imposition, sérénité, liquidité et volatilité, mais il ne va pas du tout être bon dans tous les autres actifs. Donc pour moi, un patrimoine équilibré, c'est un patrimoine composé d'actifs tangibles et d'investissements complémentaires. En fait, on le voit ici, c'est l'exemple qui est pris sur l'indice global de stabilité du patrimoine. On voit que finalement ce patrimoine est bien équilibré. On a une bonne note sur la protection, une bonne note sur l'épargne, une très bonne note sur l'inflation et l'emprunt, une bonne note sur les revenus. Les gains potentiels, c'est un petit peu moyen. La volatilité, c'est très bien, liquidité, etc. Et donc là, on va avoir un patrimoine qui est très bien équilibré et finalement qui va vraiment très bien se comporter dans toutes les situations. Maintenant, on va prendre l'exemple d'un patrimoine déséquilibré. En fait, ici, on voit que on est très bien au niveau sérénité, imposition, liquidité, volatilité, mais finalement, on va être très mauvais sur quasiment tous les autres, c'est-à-dire protection, pas bon du tout, l'épargne, pas bon du tout, l'inflation, on n'est pas couvert. L'emprunt, on ne peut pas emprunter à crédit, investir à crédit. Des revenus, il y en a très peu. Et en revanche, effectivement, on peut avoir des gains potentiels. Donc là, pour moi, ici, c'est un patrimoine qui est essentiellement composé de dettes et de capital fondant.
ce que j'appelle le capital fondant, c'est des placements financiers qui sont sous forme d'euros. Et là, on voit que la note globale est beaucoup plus faible. On n'est pas au minimum, mais on n'est pas loin. En réalité, on voit que la protection, c'est mauvais, l'épargne, c'est moyen, l'inflation, c'est mauvais, en termes d'emprunt, c'est quasi nul. Et en fait, si vous regardez tous les paramètres, en fait, il y a quelques paramètres qui sont bons, c'est la liquidité, l'imposition et la sérénité. Donc, on est sur des types de placements qui déséquilibre un petit peu le patrimoine, puisque s'il se passe quelque chose, si l'inflation augmente et si les retraites baissent, en réalité, on n'est pas du tout couvert là-dessus. Donc pour voir un petit peu comment ça marche, en fait, on va prendre cet indice de protection et en fait, on va prendre chaque actif. Il y en a en fait 8 grandes catégories et 44 sous-catégories de ces actifs. Et on va tout simplement les classer en fonction de ce qu'on regarde. Si on regarde la protection, on voit qu'ici, l'actif numéro 6 est beaucoup plus intéressant que l'actif numéro 1. Si on regarde maintenant la capacité à générer des revenus stables, on voit que cet actif numéro 2 est excellent, alors que l'actif numéro 1 n'est toujours pas bon. Donc peu importe quels sont ces actifs, peu importe comment tout ça fonctionne, en fait, l'idée, c'est de pouvoir choisir, de pouvoir anticiper vos objectifs. Donc, selon ces 6 phases, est-ce que votre objectif c'est d'épargner? Est-ce que votre objectif c'est de capitaliser, d'investir, de diversifier, d'optimiser votre patrimoine ou tout simplement de sécuriser votre patrimoine? Et on verra que en fonction de votre âge, en fonction de vos objectifs de vie, de vos projets de vie tout simplement, on ne va pas avoir les mêmes type d'investissement ou de placement idéaux. Donc l'investisseur idéal, il doit comprendre tous ces paramètres et surtout comprendre dans quelle situation il se trouve. Est-ce qu'il est dans cette première phase de création, de capital, ou est-ce qu'il va être plutôt dans la deuxième phase d'investissement, ou il va être plutôt à la fin de sa vie d'investisseur? Et là, on va commencer à verrouiller un petit peu tout ça pour pouvoir préparer la retraite et surtout pour pouvoir sécuriser tout ce qui a été, tout le patrimoine qui a été construit pendant toutes ces années. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous laisse découvrir un petit peu comment fonctionne le simulateur patrimonial privilège. Et en fait, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir passer votre patrimoine à la moulinette et surtout voir un petit peu comment ça se passe au niveau des actifs, quels sont les plus performants, quels sont ceux qui vont vous permettre de créer du patrimoine efficacement, quels sont tous les actifs qui vont vous permettre de protéger votre patrimoine. Évidemment, il y aura une sorte de sélection de plusieurs actifs puisque vous l'avez compris, il n'y a aucun actif qui, est performant dans toutes ces catégories. Donc c'est un petit peu ça. Maintenant, si on a parlé en tout premier de la protection, si vous voulez, avoir plus d'éléments sur la protection de votre patrimoine, je vous invite à télécharger en fait le guide Plan B anti-crise. En fait, ce guide va vous permettre tout simplement de pouvoir anticiper les crises et de pouvoir mettre une pierre à l'édifice pour protéger votre patrimoine si jamais on rentre dans une crise sévère, c'est-à-dire une crise de niveau 3, 4 ou 5. Donc je vous laisse télécharger le guide, c'est totalement gratuit et vous recevrez ce guide directement et ça va vous permettre en fait d'avoir une vision un petit peu plus élargie. Et là, sur le plan B anti-crise, on va vraiment se focaliser sur la protection qui, pour moi, est vraiment le point numéro 1. Pourquoi ? Parce que comme dit Warren Buffett, la première règle quand on veut investir et gagner de l'argent, c'est de ne pas perdre son capital. Et la deuxième règle, c'est de ne pas oublier la première règle. Donc en réalité, c'est vraiment central. C'est ce qu'on appelle en gestion de patrimoine le money management. Donc c'est un terme un peu anglais, je suis désolé. Et en fait, ça permet tout simplement de sécuriser, de verrouiller tout ce qu'on a. Il n'y a aucun intérêt à investir si on a un risque de perte trop important. Donc ça, il s'agit plus de la spéculation et de la potentialité d'un gain énorme. Mais si le risque de perte est trop important, en réalité, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc voilà un petit peu pour tout ça. N'hésitez pas à télécharger le guide Plan B et à aller voir aussi du côté du simulateur privilège.
Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, bonne journée à vous, au revoir.